Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Niels Wilke, le rendez-vous hebdomadaire qui vous conduit dans les arcanes de la politique française, sans filtre, sans langue de bois, sans concession. Une émission portée par Niels Wilke, journaliste politique jusqu'au bout des ongles, et qui sait se servir de son carnet d'adresses pour avoir des infos et des analyses de première main. Vous êtes sur le Média, première chaîne info indé de France, diffusé sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube, sur Molotov et sur notre site lemediatv.fr en attendant d'autres canaux. Au sommaire, alors que le gouvernement est pris de doute face à la montée d'une motion de censure potentiellement fatale, comment Emmanuel Macron et Michel Barnier affûtent leur stratégie pour riposter et envisager la suite. Nice vous conduit dans les coulisses de cette bataille politique à haut risque. Gabriel Attal, le petit frère qui veut grandir trop vite, aurait-il l'ambition de détrôner son grand frère politique Emmanuel Macron? Niels nous évoque le plan de revanche secret du plus éphémère Premier ministre de France. Et enfin, la droite sénatoriale s'active et son slogan pourrait être « Travailler plus pour gagner moins », mais tout le monde n'est pas d'accord. Niels nous racontera, c'est parti. Salut Niels. Salut Théo. Alors Macron prépare-t-il déjà l'après Barnier? Depuis le Brésil où il assiste au G20, le président a appelé à la stabilité. Oh, ça a fait un peu rire jaune toute la classe politique, hein, parce que bon, on parle bien du président qui a dissous l'Assemblée sans prévenir un 9 juillet dernier l'Assemblée nationale, donc une dissolution qui a quand même plongé la France dans une crise politique sans précédent. Donc c'est un ancien conseiller de l'exécutif que j'ai consulté pour la préparation de cette émission et puis qui me dit bah voilà, enfin on en rigole tous, et puis il me dit parce que lui en plus il est toujours au chômage depuis cette fameuse dissolution et la chute du gouvernement Attal. Et un autre député macroniste, alors qui a été réélu, mais avec difficulté, comme beaucoup de ses pairs, me dit mais il est vraiment gonflé, en fait il a aucune limite. Bon, on voit qu'en Macronie, la dissolution est toujours difficile à digérer. Et bon, c'est quand même un éclat de rire un peu jaune, évidemment, et collectif, qui montre la déconsidération politique qui frappe toujours Emmanuel Macron. Alors, il y a comme un parfum de loose actuellement au sommet de l'État, puisque, bon, à l'Élysée, les départs se multiplient dans l'entourage de Macron. Il y a d'abord son ex-directeur de cabinet, Patrick Strozza, qu'on avait vu mis en avant d'ailleurs lors de l'affaire Benalla. Alors, c'est un historique qui va partir à la retraite, mais il y a aussi le conseiller sport d'Emmanuel Macron, moins connu Cyril Mourin, mais dont on a parlé pendant les JO, et qui a prévu de changer d'horizon justement depuis la fin des Jeux Olympiques. Et en tout, il y a quand même une douzaine de départs, c'est pas anodin dans un entourage d'une quarantaine de personnes. Et le Figaro a fait un décompte qui est paru ce matin et explique qu'il ne restera bientôt plus que 3 membres historiques. Présent depuis 2017, Bruno Roger-Petit, qui a l'air totalement indéboulonnable, toujours conseiller mémoire et pourvoyeur de off dans les médias. Tristan Bromet, qui est le directeur de cabinet de Brigitte Macron dans l'aile Madame. Et l'indéboulonnable également Alexis Kohler, le bras droit de Macron, aussi surnommé le vice-président, qui dément avoir sollicité la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour partir dans le privé, contrairement à ce qu'affirmait Le Monde début novembre. Alors, bien entendu, dans ce contexte, ce n'est pas la grande camaraderie entre les deux têtes de l'exécutif et c'est pas non plus manifestement la grande camaraderie avec le Rassemblement national qui donne l'impression de vouloir mordre, Niels. Oui, c'est ça, en fait, c'est la menace d'une censure du gouvernement. Alors, il n'y a pas que le RN, il y a aussi la gauche. Je ne sais pas, je pense que tu l'as vu cette semaine, il y a eu une tribune dans le Monde des principaux, des leaders de la gauche. Manuel Bompard pour la France Insoumise, Marine Tondelier pour les écolos, évidemment Olivier Faure pour le Parti Socialiste, etc., qui ont également appelé à une motion de censure si jamais le budget était conservé en l'état. Mais c'est vrai que c'est le Rassemblement national qui a permis à Macron de nommer Barnier Premier ministre. Et on a un peu l'impression que le temps des politesses est terminé et qu'en plein marasme judiciaire et sous le coup d'une potentielle peine d'inéligibilité,
limité. Marine Le Pen agite la menace de la censure. C'était sur RTL cette semaine. Nous avons joué notre rôle, nous avons été le groupe le plus mobilisé. Nous avons fait passer d'ailleurs un certain nombre d'amendements du Rassemblement national, dont la baisse de 5 milliards de la contribution à l'Union européenne, empêcher l'augmentation de 6 milliards sur les prix de l'électricité. Mais si M. Barnier réintègre tout ça dans son budget, comme s'il n'y avait pas eu de vote, bah oui, nous en tirerons les conséquences. Donc, si je résume, pour être sûr d'avoir bien compris, vous voterez la censure si Michel Barnier ne vous entend pas et n'écoute pas ce que vous avez à dire, ne tient pas en compte d'un certain nombre de propositions, et cette censure, ce sera après le budget. On est d'accord? Oui. C'est ça. J'ai bien compris. Voilà, et elle est rejointe par Jean-Luc Mélenchon qui a lui sorti sa boule de cristal et pour lui, le gouvernement tombera d'ici décembre. On l'écoute sur France 3. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année. Et donc après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre, jusqu'à ce que le président de la République finisse par s'en aller, comprenant que seul son départ permet... Donc Lucie Castet reste, vous le dites clairement, votre candidate à C'est la Matignon. position des Insoumis. C'est pas la position des socialistes. Ah bah oui, mais et ça je va sais poser pas un très problème. bien ce que pense les Verts, mais enfin, on a passé des heures à discuter de ça. On ne va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Alors, c'est vrai qu'il y a ce parfum un peu de défaite au gouvernement et certains ne font même plus semblant d'y croire. Par exemple, Catherine Vautrin, la ministre des Territoires, qui était interrogée mardi sur France Inter. On l'écoute. Ça s'appellera un nouvel impôt local ? Pas forcément un nouvel impôt local, il faut lier l'usage à une responsabilité d'utilisation. C'est le sujet que nous allons mettre sur la table avec les élus. Si nous sommes encore là, en début d'année. Voilà, alors bon, il faut quand même souligner que Catherine Vautrin est une transfuge de la droite et qu'elle ne supporte plus son ancienne famille politique. En plus, elle devait être nommée au gouvernement, enfin comme première ministre à la place de Borne. Et donc revoir la droite qu'elle a quittée pour Macron revenir en fanfare à Matignon, c'est pas franchement une joie pour elle. Les membres de la droite au gouvernement affichent au contraire leur volonté de rester en place. Alors notamment, on pense à Barnier, mais on pense aussi à Retailleau. Pensez-vous 12 ans qu'ils n'avaient plus goûté au pouvoir? Alors évidemment, on les voit dramatiser, prédire le pire en cas de censure dans les médias. Écoutez-les, c'est quand même assez rigolo. Celui ou celle qui renversera le gouvernement privera le pays d'un budget et le précipitera dans le désordre et la chienlit. C'est vous le chaos ? C'est cette responsabilité-là qui sera sur les épaules de celui ou celle qui renversera le gouvernement. Donc c'est vous ou le chaos ? C'est priver le pays d'un budget et c'est le précipiter dans le désordre et c'est donc la chienlit. C'est la crise politique, mais c'est immédiatement la bascule dans une crise financière. C'est vous le chaos, monsieur le ministre de l'Intérieur ? Ça n'est pas ça du tout, mais ce que je peux dire, et je l'affirme à ce micro, c'est que demain, si le gouvernement tombait sur le budget, il y aurait immédiatement une crise financière. Et les mécanismes de crise financière, je les ai étudiés, on voit comment ça se passe. Ne croyez pas que la France soit exempte, justement, et puisse être à l'écart de tout cela. Voilà, donc ils sont à deux doigts de prédire une invasion de sauterelles en cas de censure gouvernementale. Et d'ailleurs, un député de gauche me dit c'est assez pathétique, parce qu'en fait, ils font tout pour se maintenir au pouvoir. Alors bon, l'entourage de Michel Barnier fait du damage control auprès de nos confrères et consoeurs qui ont la chance de suivre l'exécutif au quotidien, en assurant que le RN n'est pas cap de censurer. Et d'ailleurs que le Premier ministre prend la situation avec hauteur et humour. Théo, évidemment, on s'en doute. Mais enfin, quand même, lors du congrès des maires de France ce jeudi, on a senti le Premier ministre assez résigné. Regardez. Je ne sais pas le temps que j'ai devant moi. Ça dépend d'une éventuelle coalition des contraires, si je puis dire, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça se produira, j'y suis prêt. Je sais que ce n'est pas ce que souhaitent les Français, qu'ils souhaitent aujourd'hui de la stabilité, de la sérénité. Alors Niels, les mauvaises langues pourraient dire que le gouvernement pourrait être un beau cadeau à découvrir sous le sapin de Noël. Oui, est-ce qu'il va y avoir une chute du gouvernement effectivement comme cadeau de Noël? Alors évidemment dans l'exécutif ça inquiète, disons voilà les membres de l'exécutif et notamment les conseillers ministériels. Alors faire tomber le gouvernement en période de Noël, ce serait créer un bordel monstre, m'explique l'un d'eux. Potentiellement, la France ne pourrait pas avoir
avoir de budget. Voilà, le mot est lâché et l'un de ses confrères, l'un de ses collègues me lâche pas de budget, ce serait quand même la catastrophe. Alors on me rappelle, ça voudrait dire pas de rentrée d'impôt au 1er janvier, donc des fonctionnaires qui seraient potentiellement plus payés, des prestations sociales pas versées, les cartes vitales à l'arrêt, puisqu'il n'y aurait pas de budget de la sécurité sociale. Alors, pour le moment, évidemment, on n'en est pas là, mais l'Élysée et Matignon, quand même, ont étudié, disons, les différents scénarios qui se profilent, selon mes informations. C'est une situation qui serait presque inédite, un rejet total du budget et surtout une censure. Et ça voudrait dire que Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre, ou en tout cas renommer un Premier ministre, puisqu'il pourrait éventuellement refaire appel à Barnier, puisqu'on rappelle qu'il ne peut plus appuyer sur le bouton dissolution de l'Assemblée avant l'été prochain. Le délai est de 1 an. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler les règles en matière de dissolution et comment elles peuvent avoir des effets sur les jeux politiques et politiciens d'ailleurs qui ont cours en ce moment? Je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc, d'après l'article 45 de l'Assemblée, si un nouveau texte budgétaire était déposé au Parlement avant le 11 décembre, donc c'est la date butoir, seule sa partie recettes devrait être adoptée avant la fin de l'année et le volet dépenses pourrait faire l'objet d'un nouveau débat en janvier 2025. Alors, il existe un précédent, quand même, ouf. En 1962, le gouvernement Pompidou, ça ne nous rajeunit pas, a fait adopter par le Parlement une loi partielle contenant la première partie de la loi de finances pour 1963, qui a été promulguée le 22 décembre 1962. Et la seconde partie, donc la partie recettes, elle a été promulguée dans une autre loi le 23 février 1963. Mais enfin, les députés pourraient aussi rejeter totalement la loi de finances et un 49.3, puisque le gouvernement, s'il voulait imposer le budget, pourrait en passer par un 49.3. Si le 49.3 était rejeté par une motion de censure, on rentre dans l'inconnu et je peux vous dire qu'au sein de l'exécutif, quand même, on n'en perd pas le sommeil, mais en tout cas, on s'y approche. D'un Premier ministre à l'autre, est-ce qu'on pourrait parler de Gabriel Attal, le petit frère veut-il se débarrasser de son grand frère? Et oui, on sait alors que les relations entre les deux hommes sont, ou en tout cas entre le plus jeune et son grand frère sont effectivement difficiles, et notamment depuis la dissolution. On se souvient par exemple que Macron avait fait savoir sa grande colère face à la prise de pouvoir de Gabi du groupe Renaissance, après la dissolution du 9 juillet. Et désormais, le petit Gabi, il est devenu aussi le patron du parti macroniste Renaissance. Il a fait main basse non seulement sur le fichier des adhérents, mais aussi sur le trésor de guerre, l'argent, la caisse, comme on dit, de toutes ces années fastes, disons, des macronistes. Et on peut dire, comme me l'ont fait savoir des députés de la majorité, mais aussi des cadres du parti avec lesquels j'ai discuté pour préparer cette émission, que Attal s'est totalement émancipé d'Emmanuel Macron. Alors, évidemment, il y a un conflit classique, c'est un grand classique de la vie politique entre le président et un Premier ministre ambitieux. On se souvient de Mitterrand avec Rocard, ça c'est pour les plus anciens. Plus récemment, Sarkozy avec Fillon dans les années 2000, Hollande avec Valls, et puis aussi avec Macron, évidemment. Sauf que Emmanuel Macron, évidemment, avec son ego, pensait qu'il allait être épargné. C'est ce que m'a soufflé un ancien conseiller du président. Et puis, Vanitatis. Voilà, bravo pour cette érudition latine, Théo. Il faut dire aussi que Attal se sent pousser des ailes, car il est soutenu par les députés macronistes, désormais, qui le voient comme un sauveur depuis la campagne éclair des législatives. Il faut rappeler quand même que le groupe a perdu des plumes, et de nombreuses plumes, dans la bataille. Et puis, c'est vrai que Attal a fait campagne pour eux, alors sauf dans le dernier quart d'heure, pour éviter, disons, d'avoir les retombées négatives d'Emmanuel Macron sur le dos. Mais enfin, il est considéré effectivement comme un atout jeunesse, de renouveau pour le parti. Et puis évidemment, le président l'a pris comme un coup de couteau dans le dos, alors à raison. Et puis, on se souvient aussi que pendant cette campagne éclair, les députés macronistes ne s'affichaient même plus avec Emmanuel Macron sur leur tract. Alors, si ça, c'était pas un aveu de désaveu et de désamour de la part de ces élus qui lui devaient tout, selon lui. Voilà, donc depuis, les députés de l'ex-majorité ont reporté leur colère sur Michel Barnier, dont ils se plaignent tout le temps d'être mal considérés.
Alors Nils, est-ce qu'il n'y a pas une part de théâtre dans ces reproches, dans ces scènes de ménage? Il y a un peu de vérité et il y a beaucoup de théâtre en fait. Michel Barnier, il s'est quand même rendu, il se rend quand même aux réunions hebdomadaires des députés macronistes. Voilà, ses conseillers font le job. Mais c'est vrai que l'appareil de l'État n'est plus aux mains de l'ancienne majorité, même s'il en reste quelques-uns. Et notamment, on pense au ministère régalien, comme l'Intérieur, qui est aux mains de Bruno Retailleau. Ça, c'est une sacrée prise de guerre pour la droite. Et ça produit évidemment de l'aigreur, mais il y a évidemment aussi une part de tactique dans ces complaintes. Gabi, il roule pour une seule personne, lui-même. C'est ce qu'admet un soutien qui est proche de l'ex-premier ministre. Et ça se voit depuis l'installation du gouvernement Barnier, pas une semaine sans que le petit frère du président n'envoie un missile sur le gouvernement. Alors il y a eu la fameuse audition sur le déficit au Sénat où Attal s'est défaussé sur Michel Barnier, suscitant quand même une certaine sidération des sénateurs qui l'ont trouvé inélégant. Regardez. Les textes étaient prêts, on les a transmis au gouvernement qui nous a succédé. Ils pouvaient être inscrits dans le PLF 2025 pour apporter des recettes sur 2024. Ça relève du choix du gouvernement actuel de ne pas reprendre ces mesures de recettes supplémentaires. Permettez-moi, mais ça, voilà, puisqu'on n'est pas que dans un débat technique, on est dans un débat politique. Moi, je trouve très inélégant, c'est-à-dire sortant largement de la technique, de dire le gouvernement qui suit, il avait qu'à faire ça et il serait arrivé à 5,5 et non, vous n'avez pas dit que vous étiez inélégant, c'est moi qui le dis. C'est juste, voilà. Alors, il y a aussi eu les clashs sur le budget, trop d'impôts, pas assez de réformes. Attal n'a cessé de critiquer le projet de budget de Barnier depuis octobre. Et puis, pire, les macronistes se sont quand même alliés avec la droite et le RN pour supprimer une refonte des cotisations patronales qui était censée rapporter 4 milliards d'euros. Alors ça n'a pas arrangé les affaires d'Attal à Matignon. C'était fin octobre, mais le conflit se poursuit. Barnier et Attal se sont ensuite écharpés sur les allègements de charges. Barnier a proposé de diviser par 2 ces allègements lors d'un déjeuner entre eux la semaine dernière. Pas assez pour Gabriel Attal, qui menace désormais de ne pas voter le budget en commission mixte paritaire. Et alors, pire, là, c'est le dernier scud qui est arrivé cette semaine du propre ministre de l'économie de Michel Barnier, Antoine Armand, qui est un soutien de Gabriel Attal. Regardez dans Le Parisien. Attention à l'impôt de trop, a prévenu le ministre, en contradiction totale avec son Premier ministre, donc le projet de Barnier. Alors Barnier, silence radio, il ne l'a même pas recadré en public, et d'après mes informations, Attal s'est évidemment réjoui de l'interview dans Le Parisien d'Antoine Armand. Il prend courageusement la parole pour défendre la ligne de notre groupe. Je compte sur vous pour relayer son interview sur vos réseaux. C'est ce qu'il a écrit à ses troupes sur un réseau social crypté, selon mes informations. Et message reçu, donc l'interview au Parisien était largement diffusée par les macronistes. Du côté de Matignon, on ne devient pas parano, mais on commence tout doucement à se poser des questions sur la loyauté des uns et des autres. Et on se demande aussi si l'Élysée ne joue pas un double jeu. On a vu le président en aparté avec Antoine Armand lundi et mardi cette semaine, puisqu'ils étaient tous les deux en voyage au Brésil pour le G20 à Rio. Et donc on les a vus discuter ensemble lundi et mardi. L'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir aux journalistes qu'ils s'étaient entretenus des questions budgétaires. Tiens donc. Et c'est le lendemain, donc mercredi, que Antoine Armand a fait son interview choc au Parisien. Et donc derrière, en fait, ce qui se joue derrière le vote du budget, c'est en réalité l'arbre qui cache la forêt. Le vrai enjeu, c'est comment pousser Macron dehors, m'explique un ancien conseiller de la campagne de Macron en 2017 qui a gardé ses attaches et ses informations dans la Macronie. Et alors là, il y a une dernière manœuvre assez sournoise de la part de Gabriel Attal, qui est surnommé par ailleurs la vipère par ses camarades. Bonne ambiance dans le Charmant. groupe. Charmant. Renouveler les fauteuils des membres du bureau exécutif de Renaissance pour faire de la place à côté des historiques comme Ferrand et Guérini. Alors officiellement, il s'agit de mieux accueillir la France des territoires, de renouveler le bureau, d'insuffler de l'air frais.
Mais en réalité, en coulisses, on m'explique qu'on ne fait pas comme LFI. Hein. C'est un peu la tactique inverse. Alors LFI, ils excluent, ils purgent. Hein. Au contraire, les Attal, lui, il submerge par le nombre les historiques qui étaient plus proches de Macron. C'est ce que m'explique un député de l'ancienne majorité. Le but étant évidemment d'isoler les anciens et puis de faire campagne pour le petit nouveau. Et puis, il y a aussi les candidats aux élections, notamment aux dernières européennes. On se rappelle que Renaissance était par exemple très peu représentée en Occitanie. Il y avait une seule personne de la région qui était présente dans la liste et c'était dans les 30 premières places. Elle n'a même pas été élue. Et en interne, en fait, ça a créé un vrai malaise. En gros, l'entourage d'Attal a expliqué que le RN faisait de gros scores. Et donc, bon, c'était pas forcément la peine de mettre l'accent sur cette région. Alors, ça a un peu scandalisé les anciens. Et j'ai demandé notamment son avis à Jean-Bernard Gaillot-Renucci, hein, qu'on a déjà entendu dans cette émission. Il a participé à la campagne de Macron en 2017. Hein, il représentait la droite avec Macron. Et il m'explique, au mieux, c'est de la désertion face à l'extrême droite, et au pire, c'est de la collusion avec le RN, des propos qui ne manqueront pas de faire réagir au sein de Renaissance. Et alors, dernièrement, et ça c'est la dernière manœuvre, le dernier coup de Gabriel Attal, l'ex-premier ministre a fait savoir en petit comité que Paris l'intéressait moins que 2027. Autant dire la présidentielle, et il y a de quoi faire monter la pression sur Macron. On n'est jamais autant trahi que par ses proches. Pauvre président de la République, n'est-ce pas? Alors, le Sénat veut vous faire travailler plus pour gagner moins. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer les récentes sorties, les récentes initiatives de la droite sénatoriale en particulier. Oui, alors effectivement, alors on peut toujours compter sur nos sénateurs pour faire preuve d'inventivité législative, mais là, c'est vrai qu'ils se sont surpassés et la mesure fait scandale. 20 ans après l'instauration d'une première journée de solidarité, donc on rappelle, on travaille gratuitement pour soutenir nos personnes âgées, le Sénat, à majorité de droite et du centre, demande un nouvel effort, ça c'est le langage officiel, aux salariés avec une nouvelle journée de solidarité. Donc pour résumer, en gros, il va falloir travailler, il faudrait, d'après le Sénat, travailler 7 heures de plus sans être rémunéré. Alors, évidemment, nos sénateurs de droite et du centre ont leurs arguments à faire valoir, qui sont quand même assez discutables, et surtout, ils les ont présentés avec une grande légèreté, qu'on a pu apprécier lors du débat cette semaine, c'était le 20 novembre, à l'image de la présentation de l'amendement par la rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales. Il s'agit d'Elisabeth Doineau de l'Union centriste, qui était d'ailleurs très joyeuse pour annoncer cette bonne nouvelle pour les patrons, mauvaise pour les salariés. On l'écoute, regardez. Donc nous proposons effectivement le doublement, puisqu'on propose non plus 7 heures, mais 14 heures pour... oui, on a 7 heures aujourd'hui, et donc on propose 7 nouvelles heures. Mais si vous voulez 14 heures, pourquoi pas? On peut aussi en discuter, parce que ça fait un financement pérenne de 2,5 milliards d'euros. Et si vous voulez doubler, ça fait 5 milliards d'euros. Et là, en fait, voilà, on va peut-être s'en sortir. Voilà, donc grand éclat de rire, mais on se bidonne, dis donc, à faire travailler ces Français pour des clopinettes. À écouter la sénatrice, la France est sauvée. En fait, il suffit de faire travailler les Français sans les rémunérer. Et en plus, ça la fait rire. Alors, il y a eu d'autres idées. On pourrait même les faire travailler encore 2 fois plus. Et là, Théo, c'est tout le budget national qui serait renfloué. Alléluia. Alléluia, exactement. Là, ça a fait beaucoup rire la sénatrice Doineau. Regardez, là encore. Pour vous dire, c'est pas forcément de gaieté de cœur que l'on fait cette proposition. C'est toujours compliqué. Et d'ailleurs, je suppose que toutes les contributions que vous avez proposées tout à l'heure, vous ne les faisiez pas de gaieté de cœur non plus. Bon, voilà. Eh bien, on est dans le même état d'esprit, mais c'est utile. Et aujourd'hui, il nous faut trouver des moyens. Et donc, c'est cette proposition de contribution de 7 jours supplémentaires. 7 heures. Pardon. 7 heures. Ah, j'étais emballée là. 7 heures. Non, c'est pas révélateur. Là, c'est la fatigue simplement, chers collègues.
Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on aura d'autres occasions d'en parler, mais en tout cas, c'est cette proposition que fait cet amendement. Alors, on a entendu aussi le sénateur de Corrèze, Daniel Chassaing, nous expliquer que c'était une petite mesure de rien du tout, comme il l'explique dans son intervention. Regardez. Ce qui est demandé, c'est une petite solidarité, ça fait 10 minutes par semaine, pour financer cette cause noble pour laquelle nous devons ensemble trouver une solution pour gérer l'autonomie, une solidarité que nous devons à nos aînés en pensant à l'histoire, à ceux qui se sont dévoués pour nous. C'est cela aussi dans le rapport Vacher. Pas de taxes, mais pour nos aînés, une petite solidarité. Nous travaillons le moins en France, ça fera 7 heures de plus par an. Je pense que ça, nous devons pouvoir le faire. Somme toute, c'est pas grand-chose de travailler 7 heures de plus sans être rémunéré. Et puis, ça représente à peine 7 heures de plus par an. Ça fait 40 minutes par mois. Ça fait 10 minutes par semaine. Voilà. Et puis, c'est pour nos aînés, n'est-ce pas? Alors, on peut bien faire cet effort. Bon, on rappelle quand même, pour information, que le sénateur Chassaing va sur ses 80 printemps. Sans mauvais esprit, il en aura 82 lors du renouvellement de son mandat, parce qu'il a été... Il a été élu pour 6 ans en 2020. Alors évidemment, l'amendement a suscité la colère et le rejet de la gauche au Sénat, alors qu'il est en minorité malheureusement. J'ai demandé quand même au sénateur Yann Brossat, sénateur de Paris PCF, de nous expliquer et de détailler ce qui lui paraissait le plus choquant dans cette mesure. On l'écoute. En réalité, ça traduit le fait que pour eux, le travail a très peu de valeur, puisqu'en l'occurrence, c'est du travail gratuit qu'il va falloir réaliser en plus pour n'avoir en face aucune espèce de prestation supplémentaire. Donc c'est absolument scandaleux. Il y a chaque année 200 milliards d'euros d'aide publique à des entreprises privées qui ne sont jamais d'ailleurs mises sous condition. On pourrait très bien décider d'orienter une partie de ces aides plutôt que de les donner parfois à de très grandes entreprises, y compris des entreprises du CAC 40, et à les dédier au financement d'un service public de l'autonomie. Ce serait beaucoup plus juste et beaucoup plus solidaire que de demander à des travailleurs qui, pour une part, bossent déjà beaucoup, sont déjà très fatigués par leur travail, gagnent peu, de faire 7 heures supplémentaires qui n'ont rien demandé. Voilà, en tout cas, cette proposition du Sénat, elle a fait très très plaisir au MEDEF ce matin, au moment où nous enregistrons cette émission. La proposition a fait ronronner de plaisir le président du MEDEF, Patrick Martin. On l'écoute sur RTL. Le Sénat a voté l'instauration de 7 heures de travail supplémentaires sans rémunération, autrement dit une deuxième journée de solidarité qui ne dit pas son nom. Vous y êtes favorable ou pas? Mais nous, on est favorable, on n'est même pas favorable. Il est impératif qu'on travaille plus dans ce pays parce qu'on n'a pas la performance en termes de pouvoir d'achat, en termes d'équilibre. Dans quelle proportion? Il faut qu'on passe des 35 heures aux 40 heures? Déjà, commençons par les 7 heures sous une forme ou sous une autre, en laissant aux partenaires sociaux qui travaillent très bien. J'espère qu'on y reviendra. On a signé 2 accords formidables la semaine dernière aux partenaires sociaux dans les branches, dans les entreprises, le soin d'organiser ça. Des accords notamment sur l'assurance chômage, sur le travail des seniors, sur l'usure professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Oui, mais ça mérite d'être souligné parce que quand vous comparez l'état du dialogue politique et l'état du dialogue social, je crois que les partenaires sociaux ne déméritent pas, dont le MEDEF. Bon, alors quand même, tu me connais, j'ai ouvert mon carnet d'adresses, j'ai appelé quelques sénateurs de droite. Alors, ils se sont pas bousculés pour me répondre. Quand j'ai appelé leur cabinet, à chaque fois, leurs collaborateurs, on me dit oui, pas disponible, c'est pas forcément là-dessus qu'on a envie de communiquer en ce moment. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, alors il y a eu quand même quelques voix un brin embarrassées par ce dispositif, à l'image d'un sénateur de droite qui a courageusement accepté de me répondre. Alors en off, dommage, mais enfin, il a quand même répondu. Il me dit, bah oui, c'est pas idéal. C'est vrai que notre slogan à nous, c'est plutôt le travailler plus pour gagner plus. Voilà, mais ça, c'était avant. Et puis surtout, il a quand même voté pour la mesure. Voilà, donc c'est dommage. Et puis, il faut quand même ajouter, et c'est vrai, que les sénateurs ont plutôt la belle vie. Sont-ils les mieux placés voilà, pour faire travailler les salariés sans les rémunérer? Et notamment, c'est ce que reconnaît Yann Brossat, que j'ai interrogé sur le sujet. On l'écoute. Ils prennent un certain nombre de décisions qui, de fait, vont dégrader les conditions de vie des plus modestes. Et moi, cette contradiction, je l'aperçois très régulièrement. Vous savez, je me souviens très bien que le jour où on débattait de l'AME, de la suppression de l'AME sur la loi immigration, il se trouve que j'avais rendez-vous chez le médecin au Sénat. Quand vous allez chez le médecin au Sénat, vous ne payez pas. Et dans le même temps, les mêmes votaient la suppression de l'AME en trouvant scandaleux
que des réfugiés qui vivent sur notre territoire aient accès à la santé gratuite. Moi, ça m'avait choqué. Et donc, en l'occurrence, je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement tenir compte de la situation dans laquelle on est soi-même avant de demander aux plus modestes de faire des efforts supplémentaires. Voilà, donc il ne s'agit pas évidemment de faire de l'anti-parlementarisme par plaisir, mais enfin, outre le médecin gratuit, comme l'explique le sénateur Brossat, on rappelle que les sénateurs touchent quand même 7 600 € bruts par mois, avec une jolie indemnité parlementaire de 5 900 € bruts, toujours, une indemnité de résidence à 177 € et une de fonction qui s'élève à 1 500 €. Et en outre, ils peuvent, contrairement à l'Assemblée, faire travailler un membre de leur famille comme collaborateur, parce que pourquoi pas, hein. Voilà, comme ça reste dans la famille. Et puis, ils prennent évidemment leur train en première, ils ont un certain nombre d'allers-retours par an. Et puis, ils peuvent aussi se faire prendre en charge par le Sénat, donc l'argent public toujours, hein, leur hébergement dans un hôtel parisien, quand la Haute Assemblée se réunit. Et puis, surtout, ils bénéficient de retraites richement dotées, contrairement à toi et moi, Théo. L'âge de départ, donc certes, a été porté de 60 à 62 ans hein, lors de la réforme des retraites, pour ceux qui sont nés après le 1er janvier 1906. Et quand tu vois l'âge, notamment du sénateur Chassaing, tu comprends pourquoi la précision est importante. Mais les sénateurs bénéficient d'un régime complémentaire par points qui leur permet de jouir de pensions 2,5 fois supérieure à celle des députés. Alors déjà que celle des députés est pas mal, celle des sénateurs, c'est carrément jackpot, avec un beau trésor de guerre, hein, c'est leur fonds de pension sénatorial qui se monte à 1,4 milliard € tout de même. Si nous, on pouvait avoir ça aux médias, ce serait pas mal. Hein. On peut dire que pour eux, Nils, c'est la belle vie. Oh, oui, la belle vie. Et voilà, ça vaut le coup d'entonner la chansonnette. Alors, bon, je parle même pas de leur cadre de vie. Moi, je peux en témoigner. J'ai travaillé brièvement au Sénat dans une autre vie. Leur restaurant est absolument magnifique. Ils ont un super cadre. C'est quand même, on parle du palais Médicis, quoi, avec le fameux Luco, le jardin du Luxembourg. Ils ont une salle de sport, un coiffeur à disposition, un service de poste, enfin. Et puis, surtout, alors ça, c'était l'année dernière, ils n'ont pas beaucoup communiqué sur le sujet, mais ils se sont augmentés. Hein. Ils ont augmenté leur enveloppe de frais de mandat de 12%, 700 € de plus chaque mois. Alors, Mediapart avait fait le calcul pour nous. C'était un surcoût qui était évalué à 2,9 millions € par an sur les fonds propres du Sénat. On rappelle quand même qu'il y a 348 élus. Oui, alors la gauche a voté contre tout ça. Oui, les trois groupes de gauche, hein, une grande partie aussi du groupe RDSE, donc c'est la majorité radicale qui se sont opposés à la proposition. Il y a eu aussi les 3 sénateurs RN, puisque le Rassemblement national a fait son entrée malheureusement au Sénat. Alors il y a eu quand même des votes clairsemés chez les rares sénateurs macronistes, hein, par exemple l'ancien ministre Jean-Baptiste Lemoyne qui a voté contre. On sent quand même à travers ces votes parfois difficiles en dehors de la droite et du centre, que les 7 heures de solidarité, donc qui vont, le texte sur le budget va évidemment revenir à l'Assemblée. Moi, à mon avis, il me semble difficile de penser que les députés vont maintenir ce dispositif. Mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Merci Nils. Merci Théo. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Nous sommes fin novembre et le média, votre média, a engagé sa campagne de dons et d'abonnements de fin d'année, une campagne qui vise à nous permettre de rester debout et de mener la bataille des idées dans un contexte de fascisation des sphères politiques et médiatiques. Les choses ont bien commencé. Vous avez déjà collecté environ 30 000 €. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez pour pouvoir continuer de mener la bataille que nous menons. Alors, si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.